L'atelier du pouvoir. Il est très important que l'exercice du pouvoir politique se voit interrogé par des gens qui posent la question « mais qu'est-ce qui vous légitime ?» Le pouvoir possède la radio et la télévision et un parlement à sa main. Nous allons nous expliquer directement dans la rue. Je rêve tout simplement d'un pays ambitieux, La France, dont tous les habitants redécouvrent le sens du dialogue. c'est pas la gauche. Pourquoi pas de la fête La France, et de la liberté. c'est pas la droite. La France. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, tonight is your answer. La politique, dans une démocratie, c'est l'honnêteté et le respect de l'autre. La fin ne saurait en aucun cas justifier les moyens. L'atelier du pouvoir. Vincent Martini, Thomas Wider. Bonjour à tous, bonjour Vincent Martini. Bonjour Thomas Wider, bonjour à tous. Bienvenue dans l'Atelier du pouvoir, ravi de vous retrouver comme chaque samedi de 12h50 à 13h30 sur France Culture pour arpenter les coulisses de notre vie politique, son histoire, ses institutions, les femmes et les hommes qui l'animent et la façonnent également. Alors justement, parmi ces personnalités qui auront marqué notre vie politique, il en est une qui occupe une place particulière par sa longévité. Il a été élu une première fois député en 1956 par son style, son verbe, ses outrances également, qui sont sans équivalent, par ses succès, ceux d'un homme dont nul n'imaginait, avant un certain 21 avril 2002, qu'il pût accéder un jour au second tour de l'élection présidentielle, et puis par son destin, enfin, destin assez incroyable, d'un président d'un grand parti politique qui en aura été banni par sa propre fille. Cet homme, vous l'avez reconnu, c'est Jean-Marie Le Pen, et c'est à son imaginaire politique que nous allons nous intéresser aujourd'hui, mon cher Vincent. Combien de fois a-t-on supputé ce que Jean-Marie Le Pen pense politiquement, sans pour autant pouvoir le dire avec certitude ? De son parcours politique complexe, d'une longévité exceptionnelle, le grand public ne connaît finalement que quelques moments clés de ses débuts, de son engagement auprès de Pierre Poujade, à sa volonté de défendre l'Algérie française, et bien entendu à sa participation à la création du Front National en 1972. La suite de la carrière de celui qu'on a parfois surnommé le diable de la République est mieux connue. Le décollage électoral du FN en 1983-84, les provocations spectaculaires de son leader, le 21 avril qui bouscula les institutions de la Ve République, et le transfert d'abord voulu, puis peut-être regretté, du pouvoir à sa fille Marine. On ne dira jamais assez que le Front National fut longtemps un assemblage de constellations politiques complexes aux intérêts et aux idéaux parfois contradictoires. Jean-Marie Le Pen, qui le dirigea jusqu'en 2011, en a été la figure de proue, mais aussi un trait d'union des diverses familles de l'extrême droite. Admirateur de Vichy, catholique fondamentaliste, nationaliste, nostalgique de l'Algérie française, anticommuniste ou défenseur des laissés-pour-compte de la modernité. Au-delà de ce qu'on lui impute, nous avons voulu poser la question « Que se passe-t-il dans la tête de Jean-Marie Le Pen ?» Réfléchir à l'imaginaire politique de Jean-Marie Le Pen, c'est analyser 60 ans d'histoire de l'extrême droite en France, et c'est aussi revenir sur certaines pages de l'histoire de notre pays et sur l'évolution d'un parti politique devenu central dans notre vie publique. Alors, comment Jean-Marie Le Pen perçoit-il l'histoire de France ? Comment conçoit-il la République et nos institutions ? Quel est son rapport, enfin, au pouvoir et comment juge-t-il l'évolution contemporaine du FN qu'il a tant contribué à façonner ? Ce sont quelques-unes des questions que nous abordons aujourd'hui avec nos invités et justement avec Jean-Marie Le Pen lui-même dans ce nouvel atelier du pouvoir consacré à l'imaginaire politique du président d'honneur du Front National. À ses côtés, aux côtés de Jean-Marie Le Pen, un universitaire, Pascal Perrineau, qui est professeur des universités, ancien directeur du Centre de recherche politique de Sciences Po, le CEVIPOF. Pascal Perrineau, auquel on doit de nombreux travaux sur le Front National de référence, plusieurs ouvrages également, comme Le Symptôme Le Pen en 97 ou La France au front, plus récemment un essai sur l'avenir du Front National en 2014, 2 livres publiés aux éditions Fayard. Écoutez, je crois que je suis un homme d'action, un homme engagé dans la vie, un homme complet, j'ose le dire, qui a été forgé par une période particulièrement difficile, puisque j'ai 45 ans, j'ai donc vécu tous les drames, toutes les aventures de notre pays, toute sa vie profondément, et à peu près tout le temps à l'endroit où les Français combattaient ou souffraient le plus. J'ai connu l'enfance de petit garçon pauvre. J'ai suivi l'école, à la fois l'école libre et l'école laïque, dans une ambiance, je dois dire, de patriotisme, d'admiration des grands hommes, des hommes qui avaient fait la France plus grande, plus belle et plus libre. Et puis est venue la guerre.
Mon père est mort à la guerre et c'est à la suite de cela que je suis devenu pupille de la nation. À un moment donné, j'ai eu le sentiment que mon pays, l'Europe, la France était en guerre avec le communisme, c'était le moment de la guerre froide. Et puis j'ai vu la rentrée du corps expéditionnaire, du Tonkin en Cochinchine. J'avais une grande colère politique contre un régime qui s'était couché dans la boue et de la défaite, la 4e République. Et je me suis lancé dans la bataille, j'ai été élu député à 27 ans et je me suis trouvé pratiquement leader d'un groupe politique. C'est le moment où M. Guy Mollet, M. Mitterrand et M. Mendès France ont envoyé le contingent en Algérie pour faire la guerre. Et j'ai estimé qu'il était de mon devoir de parlementaire, capable de porter les armes, d'y aller avec le contingent. Et je me suis battu dans la fidélité des engagements de la France, aux hommes, d'abord aux Français qui étaient là-bas, et ensuite à tous ces Algériens à qui nous avions juré qu'ils resteraient Français à tout jamais. Et puis en 1962, j'ai été battu aux élections. Et je me suis consacré à ma vie professionnelle. Je dirige une maison de disques et mon travail me permet de nourrir une famille très unie et très heureuse, je dois le dire. Dieu merci. J'ai une femme qui est une Landaise, j'ai 3 enfants, 3 filles. Et je ne suis revenu à la politique qu'en 1972, que parce que j'ai senti qu'il fallait que les Français comme moi reviennent à la vie politique pour dire au pays la vérité qu'on lui cache et pour essayer de lui proposer des solutions. Or, moi, je crois que mon programme de salut public est celui que propose le Front National et la droite sociale, populaire et nationale. Eh bien, c'est cela l'avenir de la France et je sais que vous le direz dimanche quand vous voterez pour moi. Dimanche, quand vous voterez pour moi, ça nous ramène en avril 74. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'émission. Vous aviez 45 ans à l'époque et en écoutant cet extrait, finalement, c'est la première campagne que vous avez fait. 0,74%. Autoportrait, en quelque sorte, je suis un homme d'action. Est-ce que vous vous définiriez comme un homme d'action ou également comme un idéologue, Jean-Marie Le Pen? Non, plutôt comme un homme d'action. Mais ce court récit qui a précédé notre émission fait état d'un événement considérable et qui est un peu peut-être un fossé entre mes contemporains et moi. C'est que l'événement qui domine notre vie publique depuis déjà 50 ans, on y fait une référence pratiquement quotidienne, c'est la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça qui vous a marqué Alors, à tout jamais. La Deuxième Guerre mondiale, à la différence de la plupart de mes contemporains, je l'ai connue. Eux, non. Eux, qu'à travers les écrits, à travers les films, à travers les ouvrages des vainqueurs. Des gens qui avaient gagné la guerre et qui avaient une vision de leur saga, en quelque sorte, qui est assez différente de celle que j'avais vécue, moi, comme témoin, en quelque sorte, à la manière du héros de Stendhal, c'est vrai, mais à l'endroit où j'étais... Pourquoi dites-vous ça? Parce que 60 ans après, en quoi est-ce que ça reste, en 2 mots, un marqueur très fort chez vous? C'est-à-dire que moi, j'ai eu une perception des événements de la guerre qui était directe et j'ai pu porter un jugement sur ce que j'avais vu. Or, ce que j'avais vu n'était pas forcément identique à ce qu'on en disait après la guerre et ce qu'en disaient en particulier ceux qui avaient gagné la guerre et qui avaient pris les places à tous les niveaux, en particulier de la politique. Et donc vous diriez par exemple que en entrant en politique, c'était aussi une manière de donner la parole aux perdants de la guerre, aux perdants de l'histoire? Pas du tout, non, pas du tout. Je ne me donnais la parole qu'à moi-même, à la lumière de l'expérience que j'avais vécue et en toute loyauté, si j'ose dire, intellectuelle. Mais c'est vrai que j'avais été assez choqué de voir que un certain nombre de gens s'attribuaient après la guerre des rôles qui n'étaient pas très conformes avec ceux qu'ils avaient tenus pendant la guerre. Pascal Perrineau, bonjour. Bonjour. Alors vous qui connaissez bien Jean-Marie Le Pen, en tout cas vous connaissez bien sa vie, son parcours politique, est-ce que vous diriez que Jean-Marie Le Pen, d'une certaine manière, il a été façonné par l'histoire ou est-ce que c'est quelqu'un qui dépasse les événements qu'il traverse dans sa projection politique ? Non, tous les leaders politiques, surtout qui ont la longévité, qui est celle de Jean-Marie Le Pen, sont façonnés par l'histoire, surtout lorsque l'histoire est pleine de fracas. La Seconde Guerre mondiale, la décolonisation, la chute de la 4e République, la naissance de la 5e République. Et en effet, vous avez retracé, Jean-Marie Le Pen l'a retracé lui-même dans ce son de 74 que l'on a entendu, Jean-Marie Le Pen traverse tous ces événements. Il s'y adapte,
En 1956, il est dans ce groupe poujadiste qui a été au fond un des symptômes qui annonce dès 1956 la fin de la 4e République. Ensuite, je crois, si ma mémoire est bonne, vous serez candidat sous l'étiquette CENI au début de la 5e République. Mais vous avez une constante à l'époque, c'est l'opposition, en effet, à ce que la 4e République a tenté de faire vis-à-vis des colonies et que la 5e République, après un moment d'hésitation, va continuer, c'est-à-dire la décolonisation. En 2 mots, Jean-Marie Le Pen, puisque nous parlons d'histoire, vous faites référence dans ce son qu'on vient d'écouter aux grands héros qui vous ont façonné. Alors, il y en a une que vous citez très souvent, qui est Jeanne d'Arc. On sait que depuis 1987, vous avez fait de Jeanne d'Arc la sainte patronne, en quelque sorte, du Front National. Mais au-delà, quels sont vos 2-3 personnages de l'histoire de France qui vous intéressent particulièrement? Ce sont les mêmes que ceux de tous les Français. C'est Napoléon, c'est Louis XIV, c'est tous ceux qui ont forgé l'histoire de France et qui ne sont pas forcément des contemporains. Pascal Perrineau, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a quand même des périodes qui accrochent Jean-Marie Le Pen dans son parcours politique, sur lesquelles il reviendra systématiquement ou pas? Ah bien sûr, il y a certainement des périodes qui sont des périodes sur lesquelles le président du Front National qu'il a été a fait souvent retour et qui correspondent d'ailleurs à toute une série de fractures. Il y a bien sûr la Révolution française. La Révolution française qui met fin à cette longue période monarchiste et qui fait entrer la France dans une autre ère. Et j'avais lu attentivement à l'époque les remarques en demi-teinte de Jean-Marie Le Pen sur le bicentenaire de la Révolution française, où l'on sentait un Jean-Marie Le Pen, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il en pense, relativement partagé par rapport à cet héritage révolutionnaire. Seconde fracture, bien sûr, on en a déjà parlé, la Seconde Guerre mondiale. 3e fracture, la décolonisation et la guerre d'Algérie, mais aussi la naissance de la 5e République. Eh bien justement, sur ces 3 points, rapidement Jean-Marie Le Pen, la Révolution française, Pascal Perrineau disait jugement partagé. Oui, en effet. Pourquoi ? Bien sûr, parce que j'approuvais dans la Révolution la promotion du tiers-État dont je faisais partie, en quelque sorte, mais j'avais de l'admiration pour le passé historique de la France, et j'estimais que la volonté de faire table rase de la part de certains révolutionnaires me choquait, et j'aurais bien voulu que puisse s'établir une synthèse que malheureusement la guillotine interrompait brutalement. Et sur la question de la décolonisation, on voulait justement vous lire un extrait de La France au front. C'est une déclaration que vous aviez faite à l'Assemblée nationale en 1958. À l'époque, pour défendre l'Algérie française, vous disiez « Ce qu'il faut dire aux Algériens, ce n'est pas qu'ils ont besoin de la France, mais que la France a besoin d'eux. C'est qu'ils ne sont pas un fardeau, ou que s'ils le sont pour l'instant, ils seront au contraire la partie dynamique et le sang jeune d'une nation française dans laquelle nous les aurons intégrés. J'affirme que dans la religion musulmane, rien ne s'oppose au point de vue moral à faire du croyant ou du pratiquant musulman un citoyen français complet. Bien au contraire, sur l'essentiel, ces préceptes sont les mêmes que ceux de la religion chrétienne. D'autre part, je ne crois pas qu'il existe plus de race algérienne que de race française. » Quand vous relisez ces paroles, 60 ans plus tard, ça apparaît, mais vous allez nous dire si c'est le cas, totalement à l'opposé de ce que vous dites. Oui, mais il faut toujours replacer les déclarations historiques dans leur contexte et dans leur contexte du temps. Alors, ces paroles sont prononcées à la tribune de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'Algérie française. Et c'est en effet ce que je crois et que je mets en œuvre, puisque je suis probablement le seul à avoir présenté à Paris en 1957 la candidature d'un arabe algérien, Ahmed Djebour, qui allait d'ailleurs payer ça durement parce qu'il allait être abattu, gravement blessé par un attentat du FLN. Et j'ai été le premier aussi à faire élire une musulmane conseillère régionale d'Île-de-France en 86. C'est donc, je croyais à l'Algérie française, je croyais à la capacité de la France de s'établir, ce qui était extraordinaire géopolitiquement, sur 2 continents différents, le continent européen et le continent africain. C'était un grand rêve qui a été déçu, je dois le dire, mais je ne regrette pas d'avoir opté. J'avais l'autre jour un ami qui est un grand artiste qui m'a dit, dans le fond, ce qu'il faudrait, c'est amener les gars des cités à Versailles et leur dire, c'est à vous, puisque si vous êtes français, eh bien, ça vous appartient comme aux autres. Pascal Perrineau. Oui, il y a certainement dans ce discours de Jean-Marie Le Pen de 1958 l'influence du contexte de l'Algérie française. Mais vous allez au-delà. Vous dites en particulier sur l'islam
et sur sa compatibilité à l'époque. Les préceptes de la religion musulmane sont les mêmes que ceux de la religion chrétienne. Voilà. Quel est au fond le diagnostic que vous tireriez aujourd'hui ? Est-ce que c'est l'islam qui a changé, Jean-Marie Le Pen qui a changé ? Il n'y a pas à ce moment-là d'islamisme. C'est ça la différence. C'est que l'islam est une notion relativement passive, relativement neutre. En plus, en Algérie, ce ne sont pas des pratiquants très engagés. Donc l'islam n'apparaît pas comme un barrage. Encore une fois, je crois à la dynamique du nationalisme, du patriotisme, et je pensais que ces gens avaient 1-2 générations de retard social sur nous, mais qu'ils pourraient, dans le cadre d'une France dynamique et régénérée, avoir leur place et être des citoyens utiles. Mais ce qui est frappant, c'est que quand on pense à Jean-Marie Le Pen, on pense plutôt à un bloc monolithique, quelqu'un qui n'évoluerait pas dans le temps, qui aurait des idées comme ça très fixes. Et est-ce que vous nous dites au contraire que sur un certain nombre de sujets, vous avez évolué dans votre vie politique, des sujets sur lesquels vous dites peut-être je me suis trompé, peut-être le contexte a changé, peut-être il faut que je pense différemment, ça vous est arrivé ? Je dois dire que je n'ai pas tellement le sentiment de m'être trompé, je m'excuse de cette vanité intellectuelle. Je crois au contraire avoir été lucide et avoir vu avant les autres, avoir prévu en quelque sorte, et donc être apte à gouverner, puisque c'est gouverner, c'est prévoir, et que j'accuse les pouvoirs qui se sont succédés aussi bien de droite comme de gauche dans le pays de n'avoir pas su prévoir, ce qui inéluctablement devait découler des mesures qu'ils prenaient ou qu'ils ne prenaient pas. Alors justement, à la charnière de cet imaginaire historique et politique, on voulait vous faire entendre la voix de quelqu'un avec qui les rapports que vous entretenez sont assez froids, c'est le moins qu'on puisse dire. Il s'agit de Florian Philippot, vice-président du Front National, qui parle du gaullisme, parce que lui-même s'est rendu plusieurs fois à Colombey, les 2 églises, là où était basé le général de Gaulle. Et j'aimerais que vous réagissiez à ce qu'il dit. C'est une archive de février 2015. Vous savez, je vais tous les ans à Colombey. Ces gens-là n'ont pas compris ce qu'était le gaullisme. Le gaullisme, il appartient à personne, il appartient à tout le monde. Je veux dire, il appartient à l'histoire de France. Il appartient ni au Front National, ni à l'UMP, ni au PS, ni à qui que ce soit. Il appartient à la France. Et les gens qui bondiront feraient bien de se dire et réfléchir, est-ce que les valeurs qu'ils défendent et les actions qu'ils mènent dans leur combat politique quotidien sont conformes à l'héritage du général de Gaulle. Quand on a mis la France sous tutelle de l'Union européenne, sous tutelle de l'OTAN, sous tutelle de l'Allemagne aujourd'hui économiquement, est-ce qu'on peut raisonnablement se revendiquer de l'héritage du général de Gaulle ? Ça me paraît très contradictoire. Voilà. Un exemple parmi d'autres. Mais c'est un front, le front c'est un front, donc il y a des patriotes, tout le monde est patriote. Il y a des gens qui sont gaullistes et des gens qui ne sont pas gaullistes. Voilà, donc le gaullisme c'est une des formes du patriotisme, d'autres pour des raisons personnelles ou familiales ou historiques ne se revendiqueront pas du gaullisme, c'est leur parfaite liberté. Pascal Perrineau, on vient d'entendre Florian Philippot parler du gaullisme. Et avant qu'on interroge Jean-Marie Le Pen sur cette question, je voudrais me tourner vers vous, l'historien un peu du Front National aussi, qui pourrait nous dire dans quelle mesure Jean-Marie Le Pen a été un anti-gaulliste, en théorie, en tout cas dans l'idée même du général de Gaulle, et pourtant quelqu'un dont les pratiques politiques, la conception de la politique était assez proche peut-être de celle du général de Gaulle. Alors, il est évident que dans l'histoire de Jean-Marie Le Pen, des hommes et des femmes qui l'ont accompagné dans les années 50 et dans les années 60, vous citiez tout à l'heure l'anticommunisme, mais il y avait bien sûr aussi l'antigaullisme. Jean-Marie Le Pen a fait partie d'une famille qui avait des mots, et pas simplement des mots, qui condamnaient ce qu'était le gaullisme, et en particulier l'attitude du général de Gaulle au moment du conflit algérien et de la manière dont il avait amené peu à peu l'Algérie à l'indépendance. Donc la composante, la fibre anti-gaulliste dans le Front National et puis aussi, bien sûr, dans les organisations qui ont précédé le Front National, puisque le Front National c'est 1972. Avant, Jean-Marie Le Pen a participé à de nombreuses organisations dans lesquelles la sensibilité anti-gaulliste était même parfois tout à fait présente et peut-être à l'avant-garde. Jean-Marie Le Pen, quand vous voyez que certains aujourd'hui au Front National revendiquent l'héritage du général de Gaulle par rapport à ce que vient de rappeler Pascal Perrineau, comment est-ce que vous l'analysez, vous ? Je crois qu'il voit le général de Gaulle comme une image d'Épinal. La grande chance du général de Gaulle, c'est d'avoir été dans le camp des vainqueurs, à la vérité. Et j'en dirais ce que disait l'autre jour Wado Ampin, qui était interrogé à la télévision. On lui disait, mais vous vous souvenez de la guerre ? Oh, il dit oui, la guerre, il y avait des gens à Londres qui parlaient, et puis ici, il y avait 40 millions de gens qui essayaient de survivre.
Voilà, ça a été ça un petit peu ma perception. Donc je n'avais pas pour le général de Gaulle une admiration éperdue, compte tenu du fait en particulier qu'il avait couvert de son autorité des excès très regrettables de l'épuration après la libération qui me semblait particulièrement choquant. Et en même temps, 50 ans après, on a l'impression que ce régime qu'il a fondé, celui de la Ve République, avec un président de la République fort, un pouvoir exécutif fort, il vous agrée totalement. Oui, mais je ne suis pas manichéen. Il n'y a pas d'un côté tout le mal et de l'autre côté tout le bien. Je dirais que je n'ai pas, pour le personnage du général de Gaulle, l'admiration qu'a un jeune homme qui ne l'a pas connu autrement que par des écrits ou par la réputation de vainqueur qui est la sienne. La grande chance des vainqueurs, c'est de l'avoir été. Et par conséquent, c'est eux qui ont écrit l'histoire, et généralement, ils l'ont écrite plutôt en leur faveur, et pas tout à fait d'une manière objective. Alors, toujours sur le gaullisme, il y a une autre question qu'on voulait vous poser, et interroger aussi Pascal Perrineau, c'était la transition de votre positionnement politique, qui peut s'apparenter à certains éléments du gaullisme. Vous qui vous êtes dit en 74 le seul candidat de droite, cette droite nationale, solide, sociale, etc., eh bien, dans les années 80, vous évoluez vers le ni droite ni gauche. Alors, comment est-ce que vous analysez ce changement de positionnement ? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'au moment où je me dis de droite, personne ne se dit de droite. Et en tous les cas, pas les gens qui se réclament aujourd'hui d'elle et qui s'intitulent droite. Et c'est à partir du moment où eux vont capter, par l'importance qu'ils ont dans le monde médiatique et politique, vont capter le concept de droite, que je vais être obligé de me définir par rapport à eux qui sont devenus la droite et par rapport à la gauche. Pascal Perrineau, sur le ni droite ni gauche, l'évolution de la droite nationale, sociale, vers le ni droite ni gauche, vous êtes d'accord ? Il y a bien sûr ce qui se passe sur l'arc politique. Il est vrai que jusque dans les années 70, personne à peu près ne revendique la droite. D'abord parce que le général de Gaulle et les gaullistes refusaient ce clivage entre la gauche et la droite, et que ceux qui appartenaient à la droite indépendante avaient mis un mouchoir sur leur appartenance à la droite. Mais je crois aussi qu'il y a, dans l'histoire, qui est une histoire naissante du Front National, à ce moment-là, une évolution. C'est vrai que le Front National naît vraiment dans la droite de la droite, et que sa première dynamique électorale, c'est une dynamique électorale qui vient beaucoup d'électeurs de droite déçus. Mais à partir des années 90, ça change. C'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen, on le voit dès l'élection présidentielle de 95, commence à attirer des électeurs qui viennent d'ailleurs que de la droite, qui viennent de la gauche, qui viennent de l'abstention, les nouvelles générations qui rentrent sur le marché électoral. Et à ce moment-là, et on le comprend, quand on fait de la politique, on s'adapte aussi à un marché électoral, même si le terme n'est pas très beau. Il y a certainement la volonté du Front National de s'adapter, d'avoir un type de discours, de positionnement, comme on dit maintenant, qui est adapté à cette diversité de la clientèle électorale qui commence à nourrir la dynamique du Front National. Oui, Jean-Marie Le Pen. C'est en fait que je n'ai pas une position idéologique. Si j'avais une position idéologique, elle resterait figée en quelque sorte par la doctrine. En fait, je suis plutôt de l'école réaliste, et comme je suis homme politique, je suis sensible à ce que pensent mes concitoyens, à ce qu'ils espèrent, à ce qu'ils demandent. Mais il y a d'ailleurs une autre idée sur laquelle vous avez fait carrément un demi-tour, c'est la question du libéralisme économique. Le Front National dans les années 80 est assez anti-impôt, assez libéral, entre guillemets, et il devient un défenseur de l'État-providence dans les années 90. Non, pas spécialement. C'est plutôt Monsieur Philippot. Ça, c'est plutôt depuis 5 ans, depuis Marine Le Pen, que le Front National a pris cette coloration. Encore que je respecte l'État et à la nécessité qu'il a d'être stable et respecté. Alors, pour continuer notre discussion justement sur les grands principes, la République, la démocratie, l'État, la laïcité, on va se retrouver dans un instant, mais avant cela, on aimerait vous faire écouter quelqu'un, bien sûr, que vous connaissez très bien, puisqu'il s'agit de Marine Le Pen. C'était un discours du Congrès du FN le 30 novembre 2015. La réalité est que les seuls qui devraient encore être autorisés à parler de République française, c'est nous, car nous sommes les seuls à en être les garants. C'est nous qui défendons en toutes circonstances son unité, son indivisibilité, son caractère social, laïque et démocratique. C'est nous qui nous battons pour notre drapeau bleu-blanc-rouge. C'est nous qui défendons sa langue, le français.
C'est nous, mes chers amis. Nous qui seuls avons au cœur son si beau principe, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est nous et nous seuls. Marine Le Pen au congrès du FN le 30 novembre 2015. Après tant d'années, tant de décennies de vie politique, Jean-Marie Le Pen, vous définiriez comme un démocrate, comme un républicain. Quel regard vous portez sur la démocratie ? Je suis républicain, je suis démocrate en ignorant pas quelles sont les faiblesses de ces concepts. C'est-à-dire surtout de l'exécution de la vie. La démocratie a servi de paravent à beaucoup de régimes très différents les uns des autres, certains tout à fait autoritaires, voire totalitaires, démocratie populaire, je me permets de rappeler, et d'autres sont de véritables démocraties, disons, à la manière britannique, qui est en quelque sorte celle des pères de notre pensée politique sur ce domaine. Et sur la question républicaine, on vous a pas beaucoup entendu parler de la République jusqu'à une période récente. C'est pas, on a le sentiment que c'est pas une référence que vous avez. On abuse un petit peu du vocable républicain et du mot république en toutes circonstances. D'ailleurs, un petit peu comme du mot laïcité. Non, moi je suis un patriote français. Je suis en République, je suis républicain. À condition que la République soit respectable, pour qu'elle soit respectée, j'en suis un partisan. Et sur la d'ailleurs laïcité, par exemple, toute ma vie politique à l'intérieur des républiques, puisque j'ai été un élu de la 4e République, où j'avais comme collègues des gens comme Paul Reynaud, Édouard Herriot ou Édouard Daladier. Et sur la question de la laïcité, qui est une question qui revient entre guillemets à la mode dans le champ politique, quel est votre positionnement ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Marine Le Pen ? Est-ce que vous avez... Je suis partisan de la laïcité, mais pas du laïcisme. Voilà, c'est quoi la différence pour vous entre les deux ? La différence est grande. La laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Bon, sans doute, elle était plus nécessaire quand l'Église avait une puissance qu'elle a perdue depuis, ce qui fait que dans la séparation Église-État, d'ailleurs l'un et l'autre ont perdu de leur force. Et le laïcisme ? Le laïcisme, c'est l'utilisation de la laïcité comme un levier politique de détermination. Quand on écoute Marine Le Pen, on a l'impression qu'elle est plutôt laïciste que laïque dans ce cas-là. C'est possible. C'est peut-être une des différences que nous avons. Et notamment, vous pensez que ce laïcisme, il est condamnable parce qu'il exclut trop la religion musulmane ? Parce que ça vaut pour toutes les religions. Pas du tout. Je crois que nous devons nous défendre contre la religion musulmane dans ce qu'elle est politique. Car c'est bien l'ambiguïté de l'islam, c'est qu'il n'est pas seulement une religion, il est aussi une politique. Et cette politique s'avoue très délibérément conquérante et voire violente dans certaines circonstances. Et par conséquent, nous avons non seulement le droit, mais le devoir de nous défendre pour maintenir l'équilibre et notre identité française qui, contrairement à ce que disent certains, appartient en effet par ses origines au monde chrétien. Jean-Marie Le Pen aussi, sur la question de la démocratie, il y a une dimension de la démocratie qui vous tient à cœur, vous en avez souvent parlé, c'est la liberté d'expression et même parfois le droit de provoquer. On vous dit de vous, il est un provocateur. Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous appartient ? Vous êtes fier de revendiquer l'étiquette de provocateur ? Il y a aux États-Unis, le premier amendement de la Constitution établit la liberté totale d'opinion et d'expression. Et ça vous y croyez, vous ? C'est votre conception des choses. Oui, absolument. Voilà. Je crois que les risques de la liberté sont moins graves que ceux de la censure. Mais on a l'impression aussi que vous avez une forme de jubilation à provoquer. Vous êtes un provocateur, vous aimez ça. Voyons, j'ai été un homme politique relativement seul, avec des électeurs, mais tout de même sans appui dans le monde des puissants, si vous voulez, dans le monde des lobbies, dans le monde d'influence. Par conséquent, pour faire entendre ma voix, j'étais bien obligé de l'élever un petit peu. C'était stratégique, vous voulez dire. Non, mais c'est forcément stratégique. C'est que ce que je disais aussi était perturbant à l'environnement que j'attaquais. Les gens se défendaient. Je disais des choses que d'aucuns n'osaient pas dire. J'avais comme slogan « Je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas ». Mais c'est vrai que les Français avaient une vue contestataire de la politique et n'osaient pas ou ne pouvaient pas l'exprimer par le truchement des idées.
électoraux. Alors je suis un parlementaire, moi je suis payé pour parler, donc je parle. Et je suis persécuté, je dois le dire, persécuté à cause de mes opinions. Pascal Perrineau, sur cette image du Le Pen provocateur, est-ce que pour vous c'est quand même quelque chose qui définit le personnage ? Écoutez, moi, il y a quelques années, pour une biographie courte de Jean-Marie Le Pen, pour un dictionnaire historique, j'avais repris, en effet, tout l'itinéraire de Jean-Marie Le Pen, depuis le jeune âge, jusqu'à son accès à la présidence du FN. Mais je me trompe peut-être, il m'avait semblé qu'il y avait quelque chose qui organisait un peu certains choix Marie Le Pen, qui était une tension entre un tempérament turbulent, on le voit dès la jeunesse, un souci parfois, en effet, d'être celui par lequel le scandale arrive, et puis d'autre part, la volonté, et on le voit quand Jean-Marie Le Pen parle de l'institution parlementaire, la volonté aussi d'intégrer le système politique, les institutions représentatives. Et j'avais l'impression, en effet, qu'il y avait une tension, comme il y en a chez tous les individus, qui traversait Jean-Marie Le Pen et qui permettait peut-être un peu mieux de comprendre son itinéraire. Alors justement, être l'homme par qui le scandale arrive, mais qu'en est-il du pouvoir et du rapport au pouvoir ? Parce qu'après tout, c'est ça qu'on vise normalement quand on fait de la politique. Je voudrais vous faire réagir, Jean-Marie Le Pen, à cette archive. Il s'agit de Bruno Maigret. C'était au moment de votre fameuse scission, de la fameuse scission du FN. On était en janvier 99 et voilà ce qu'il disait de vous à l'époque. Moi, je ne suis pas un Hercule de foire et ma préoccupation, c'est de mener la bataille politique, de rassembler les Français pour que mon mouvement puisse arriver au pouvoir et engager la renaissance de notre pays. Pour une raison très simple, c'est que la grande différence qu'il y a entre M. Le Pen et moi, c'est que lui faisait de la politique pour témoigner et protester. Moi et mes amis, nous voulons en faire pour gagner et pour gouverner. Oui. Depuis quelques années, M. Le Pen constituait en quelque sorte un frein à l'expansion du Front National, après avoir été, c'est vrai, un moteur, puisque par des déclarations, comme le détail de Munich, par ses déclarations disant que M. Jospin c'est mieux que M. Chirac, il bloquait l'expansion électorale de notre mouvement, il devenait un petit peu, d'ailleurs M. July l'a affirmé dans les colonnes de Libération, en quelque sorte, l'ennemi institutionnel, celui que l'on se choisit parce qu'il est bien pratique et qu'il n'est pas dangereux, et que, de ce point de vue-là, le Front National était bloqué. Et ça, les militants ne le supportaient pas et ne l'admettaient plus. C'était Bruno Maigret sur France Inter le 22 janvier 99. Jean-Marie Le Pen, avant de vous faire réagir, est-ce que vous diriez que, indépendamment des querelles qui vous opposaient à Bruno Maigret, il avait quand même un élément où il avait raison, c'est-à-dire qu'il aurait, lui, voulu le pouvoir et vous, pas vraiment? Je vais m'en expliquer, mais je voudrais simplement faire remarquer que moi, je suis toujours dans la politique et que Bruno Maigret n'y est plus depuis déjà longtemps. Alors, sur le pouvoir. Alors, la différence sur le pouvoir. En effet, j'étais contre la prise de pouvoir quand on faisait 15% des voix. Puisque la prise de pouvoir, quand on fait 15% des voix, postule que vous entriez dans une coalition. Et les amis de M. Maigret n'étaient pas hostiles à devenir ministre d'une coalition politique. Moi, je pensais qu'il y avait antinomie entre leur conception de la politique et la nôtre. Et par conséquent, je ne pouvais aspirer au pouvoir qu'à partir du moment où j'avais une chance d'être le dirigeant moi-même et peut-être de recevoir l'appoint d'autres partis politiques dans une coalition dont je serais, dont mes idées seraient les leaders et pas l'inverse. Voilà. C'est ça la différence. Mais quand on dit de vous que par exemple quand vous êtes allé au deuxième tour, eh bien vous étiez un peu embêté entre guillemets parce que vous vous disiez on n'a pas les moyens de gagner au deuxième tour. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? J'étais pas embêté, j'étais angoissé. Voyons, dans les 15 jours, j'allais d'abord devoir faire un discours. Déjà pour répondre à la victoire du premier tour, à ma victoire du premier tour, mais j'étais angoissé. Pourquoi 15 jours après, il aurait fallu accéder au pouvoir si j'étais élu, ce qui n'était pas impossible, et qui a justifié d'ailleurs la mobilisation générale qui a été lancée contre moi. Il n'était pas impossible qu'il y ait une déferlante, en vous rappelant tout de même que le président de la République sortant n'avait pas fait 20% des voix. Et par conséquent, je pensais, mais qu'est-ce que je vais faire dans 15 jours, quand je devrais désigner un secrétaire général de l'Élysée, quand je devrais désigner un Premier ministre, peut-être dissoudre l'Assemblée nationale. Je n'allais pas faire youpi avec mes militants dans la salle, parce qu'en effet, j'avais le sens des responsabilités écrasantes qui venaient de mes choix, brusquement. Pascal Perrineau, comment vous réagissez à cette déclaration de Jean-Marie Le Pen qui dit finalement, c'est un peu arrivé comme ça, on n'était pas prêt, et puis c'est angoissant cette perspective? J'aurais envie de poser une question et de faire une remarque. Poser la question, c'est
À votre avis, Monsieur Le Pen, est-ce qu'aujourd'hui, le Front National est davantage prêt qu'il ne l'était en 2002? Et puis, deuxième remarque, par rapport au pouvoir, on a pu avoir l'impression, peut-être à tort, dans votre carrière, que l'opposition, avec tout ce que ça peut comprendre parfois de radicalité, vous intéressait davantage que la participation à la gestion de gouvernement. Pourquoi? Parce que, même sous la Ve République, on ne gagne que par coalition. Aucun parti, au fond, même le général de Gaulle, n'a gagné seul. François Mitterrand ne gagne pas seul, il est associé avec les communistes, les radicaux, etc. Donc, au fond, est-ce que dans votre tempérament, dans votre conception de l'action politique, vous n'avez pas une allergie à la logique du compromis, de la coalition, qui est, au fond, le seul moyen, peut-être, d'accéder au pouvoir? Jean-Marie Le Pen. Oui, je dois dire que il y a la tête et il y a les jambes. C'est très différent. La coalition, si on en est la tête, oui, je suis d'accord. Bien sûr, il est nécessaire d'y adjoindre des jambes. Mais je ne voulais pas être les jambes d'un pouvoir dont je contestais la nature d'échec systématique telle qu'elle était pratiquée depuis des années et des années. Et sur la question de Pascal Perrineau, sur le FN, est-ce que vous pensez que le FN est aujourd'hui plus à même d'assurer les responsabilités ou pas? Écoutez, je crois que le FN a une grande faiblesse, c'est qu'il n'a aucun réseau. Il ne peut s'appuyer sur aucun réseau, ni religieux, ni philosophique, ni médiatique, ni financier, ni bancaire, ni syndical, etc. Enfin, il a quand même des élus. Et donc, ce serait une véritable révolution si le Front National, à condition qu'il rétablisse son unité préalablement, parce que sans ça, il n'a aucune chance, mais s'il rétablissait son unité, il a une chance, c'est une victoire plébiscitaire, c'est-à-dire une victoire obtenue au premier tour, puisque avec le mécanisme que nous connaissons, au deuxième tour, disons-le, ce sont les citoyens anciens immigrés qui font l'arbitrage, comme ils l'ont fait en Autriche d'ailleurs. Pourquoi? Ou comme ils l'ont fait au Canada. Pourquoi? Qu'est-ce que vous dites là sur les anciens immigrés? Voyons, c'est bien évident, il y a dans notre pays un certain nombre de millions de citoyens récents qui sont généralement d'origine extra-européenne et qui votent contre le Front National. Les élections, nous l'ont dit, ont voté massivement pour M. Hollande. 95% ont voté pour Hollande. Par conséquent, je pense que s'il y avait un deuxième tour dans ces conditions-là, il est probable qu'un certain nombre de gens pourraient être mobilisés, je dois dire d'ailleurs, peut-être même par le terrorisme, par Daesh. Si jamais ces gens qui d'habitude ne votent pas étaient poussés à voter sous peine de mort, eh bien il est évident qu'ils voteraient et qu'ils voteraient dans le sens voulu par l'organisation qui les menace. Sur le FN, la direction qui prend aujourd'hui Jean-Marie Le Pen, indépendamment du conflit personnel qui vous oppose à sa fille, qu'est-ce qui vous déplaît dans le FN d'aujourd'hui? C'est son gauchisme, si j'ose dire, sa dérive bureaucratique, ce qui n'est pas étonnant puisque son leader est un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, et par nature, en quelque sorte, tout à fait naturellement, il penche vers une forme de pouvoir qui est celle qu'a connue malheureusement notre pays depuis des décennies. Pascal Perrineau, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans ce que dit Jean-Marie Le Pen entre la dénonciation d'une tendance bureaucratique du FN, selon ses dires, et dans le même temps le fait que le FN reste quand même une histoire de famille? Alors le FN est de moins en moins une histoire de famille. Au fur et à mesure, en effet, de son développement, le FN a accumulé les élus départementaux, élus régionaux, quelques élus même au Parlement, la Chambre haute comme la Chambre basse. Et donc maintenant, il y a un vrai réseau qui n'a jamais été aussi dense que le réseau que l'on connaît aujourd'hui. Et comme l'ont toujours dit tous les meilleurs observateurs des partis, quels qu'ils soient, peu à peu s'installe un phénomène bureaucratique. Les organisations partisanes sont comme toutes les organisations, à partir du moment où elles atteignent un certain niveau, elles deviennent aussi des bureaucraties dans lesquelles la préoccupation essentielle, c'est de reproduire le pouvoir que l'on tient. Jean-Marie Le Pen, quand vous entendez ça, c'est le mot de la fin. Est-ce que vous avez une petite nostalgie des FN du début, des années 70 et 80, le décollage, la grande époque Le Pen? Non, je n'ai aucune nostalgie. Ma devise personnelle, c'est la vie commence toujours demain. Par conséquent, je me tiens prêt, usque ad mortem, à faire front devant les événements que je prévois, je ne vous le cache pas, dangereux dans les semaines, les mois et les années qui vont venir. Et par conséquent, je mettrai mes forces à la disposition de cet idéal
patriotique, cet amour de la France qui est pour moi la pierre de touche aussi bien de l'appartenance au mouvement que de l'appartenance à la nation. Voilà, c'est aussi clair, aussi simple que ça. L'avenir commence demain, mais l'émission, elle se termine maintenant. Merci Jean-Marie Le Pen, merci Pascal Perrineau. C'est donc la fin de cet atelier du pouvoir, une émission de Vincent Martini et Thomas Wider, préparée par Cyril Baer et réalisée par Doria Zénine. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture en podcast, également nous retrouver sur la page Facebook de l'émission ainsi que sur Twitter @Atelier Pouvoir. Pour notre part, mon cher Vincent, on se retrouve samedi prochain à 12h50, donc sur France Culture. Tout de suite, vous êtes avec Sylvain Bourmeau pour la suite dans les idées.